effectivement témoigner de l'évolution de la relation client chez Arte. Et pour commencer, je précise que, bien sûr, nous, on parle de relations avec avec nos téléspectateurs, puisque Arte est une chaîne de télévision publique, on ne commercialise rien. Et je voulais commencer par un petit retour en arrière si ça marche, voilà, sur l'évolution des commentaires de nos téléspectateurs chaque jour. Donc vous voyez, en 2006, il y a une dizaine d'années, on avait en gros 150 commentaires de la part de nos téléspectateurs traités chez Arte. Et puis, aujourd'hui, en 2016, on est à 1200. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dizaine d'années, il y a eu, à mon avis, un peu une rupture, une période charnière. La première chose, Laurent l'a évoqué avant, c'est l'ouverture, je parle sous son contrôle, je crois, l'ouverture de Facebook au grand public en septembre 2006. Donc je ne reviens pas sur l'impact de Facebook sur la relation client et la relation téléspectateur. C'est une période importante chez Arte aussi, parce que nous, en interne, quelques mois plus tard, on lance Arte Plus 7, qui est notre plateforme de replay. Je ne crois pas dire de bêtises en disant que Arte est la première chaîne de télévision à avoir lancé une plateforme de replay en France et en Allemagne. Et puis, pour le contexte, c'est aussi l'époque où Apple commercialise son premier iPhone. Donc, c'est le début d'une décennie, à mon avis, qui a marqué le début de la transformation numérique de la télévision et qui nous mène aujourd'hui à un volume de commentaires qui est beaucoup plus important. Et si ça pouvait être une activité assez secondaire en 2006, 150 commentaires par jour, et qui avait peu d'impact sur nos contenus et sur nos méthodes de travail en tant que chaîne de télévision, aujourd'hui, on peut difficilement faire l'impasse. Et donc, je voulais évoquer l'évolution de cette relation client, et on s'est structuré, on a recruté beaucoup de monde, notamment des community managers. Il faut savoir que chez Arte, il y a plus d'une quarantaine de community managers qui travaillent pour Arte, pour être en relation permanente justement avec ses téléspectateurs. On essaie de fidéliser ces téléspectateurs et de leur offrir un peu de personnalisation, et on vient de lancer en début d'année Arte Club. Arte Club, ce n'est pas une nouvelle offre Arte, c'est une nouvelle façon de consommer Arte. C'est offrir aux internautes des services très simples, mais qui nécessitent de s'identifier. Ça va tout simplement de la souscription à une newsletter, enfin l'abonnement à la newsletter, au fait de signifier les préférences, les contenus qu'on aime chez Arte. On peut dire, moi je préfère le cinéma, je préfère la science, je préfère l'histoire. Tout ça nécessite de s'identifier, bien sûr, et c'est dans Arte Club qu'on va retrouver ces fonctionnalités. On peut aussi tout simplement s'abonner à des programmes, les mettre en favoris, retrouver son historique. Voilà, je voulais dire un mot sur un hackathon qu'on a organisé avec Microsoft, qui va témoigner ensuite, parce que un mot important sur le club, ce que je voulais dire avant quand même, c'est que le club, on l'a lancé il y a 6 mois et on a plus de 160 000 membres du club aujourd'hui. C'est assez surprenant, on a très peu communiqué sur cette nouvelle fonctionnalité, sur cette nouvelle façon de communiquer Arte, et on voit que tous les gens, en passant, se sont inscrits. Donc c'est une chance pour nous, c'est formidable de voir qu'il y a déjà autant de gens qui ont envie de resserrer les liens avec Arte, de communiquer avec nous, de montrer leur attachement à la marque, aussi sur notre site. Mais ça nous demande de nous structurer, ce qui a été évoqué, effectivement, ça fait la personnalisation, beaucoup de données à gérer, et on s'est dit il faut qu'on arrive à rationaliser un petit peu cette relation client. Et on a assez naturellement pensé aux bots qu'on a vus dans d'autres secteurs industriels, d'autres entreprises déjà lancer des bots pour gérer la relation client, et donc on a organisé un hackathon avec Microsoft. 2 choses sur le hackathon. La première chose, pour moi, en tant que chaîne de télévision publique, et donc d'entreprise publique, je suis soumis aux règles des marchés publics. C'est très contraignant. Pour nous, tout investissement supérieur à 5 000 € demande des mises en concurrence, 3 devis, des cahiers des charges, des cahiers des clauses administratives, c'est très lourd. Et là, sur un projet numérique, on a fait un hackathon. Je ne peux pas dire que le hackathon peut être une alternative directe aux appels d'offres, mais dans certains cas, ça peut se révéler être une alternative, à mon avis, très intéressante pour les gens qui travaillent comme moi dans les entreprises publiques. Puisqu'en gros, on évite la rédaction d'un cahier des charges. Pardon. On évite la rédaction d'un cahier des charges, on pose une question assez ouverte, assez directe, et puis on laisse les participants, que ce soit des étudiants ou des entreprises structurées, répondre et nous proposer leurs solutions. Ce qui a été hyper intéressant dans ce hackathon, c'est de voir d'abord la question qu'on a posée, c'était tout simplement, aidez-nous à faire évoluer le service téléspectateur avec un bot. On a eu plus de 150 inscriptions, ce qui m'a paru déjà énorme. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que en fait, ces gens-là n'ont pas répondu qu'à cette question-là.
de faire évoluer le service téléspectateur, mais qu'ils ont tous essayé, en gros, de faire évoluer l'expérience télé en elle-même, en fait, d'aller plus loin. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui des différentes propositions qui ont été faites par ces différentes équipes et que j'ai rassemblées en 3 catégories. La première chose, c'est simplifier l'accessibilité au contenu. En se connectant à la base de données Arte avec une API, en connectant le bot à la base de données Arte, on va permettre aux internautes d'aller du coup directement interroger, sous forme de chat, d'aller directement interroger notre base de données, donc d'accéder à tous les critères de recherche classiques qu'on va retrouver sur le site, dans le moteur de recherche, les clics, les différentes fonctionnalités, mais on va pouvoir aller interroger la base sur d'autres sujets qu'on n'aurait pas posés avant. J'ai un exemple, c'est la durée des programmes. Aujourd'hui, si vous allez sur le site d'Arte, vous ne pouvez pas demander, ni dans le moteur de recherche, ni sur le site, donne-moi tous les programmes qui durent moins de 50 minutes ou moins de 10 minutes. Avec un bot, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Puisque le bot est connecté à notre base de données, donc il peut tout simplement aller interroger le champ durée du programme et faire un tri là-dessus. Donc ça va nous permettre d'aller interroger les contenus, enfin permettre aux internautes d'aller interroger la base de données pour trouver plus facilement leur contenu. Et puis bien sûr, le bot, ça va permettre aussi de faciliter l'accès aux différentes fonctionnalités qu'on offre, en proposant d'abord en les proposant au bon moment, c'est-à-dire on regarde Trax et on peut dire voilà, est-ce que tu veux revoir les émissions précédentes, est-ce que tu veux t'abonner, donc on n'a pas la pléthore de fonctionnalités en permanence, elles sont posées au bon moment. Et la deuxième chose, c'est de guider l'internaute, par exemple dans la création de son compte Arte, on peut lui proposer de s'abonner à la newsletter au moment de l'inscription, mais on pourrait lui proposer à d'autres moments. Bref, on peut créer des parcours avec le bot. Et puis voilà, on retrouve par exemple les fonctionnalités. Dites-nous ce que vous souhaitez ce que vous préférez, le cinéma, art et spectacle, etc. La deuxième grande catégorie, à mon avis, de fonctionnalités que vont apporter les bots, c'est l'enrichissement. Et l'enrichissement, c'est connecter le bot non plus seulement à la base de données de programme Arte, mais c'est d'aller se connecter à d'autres bases de données, et notamment, par exemple, évidemment, Wikipédia. Et donc, à partir d'un programme, ici, on prend à gauche Les Héritiers, qui est une série d'Arte, on peut dire j'aime ce programme, effectivement, mais on peut aussi demander la filmographie ou la biographie des acteurs. Et ça, ce sont des informations qui ne sont pas forcément disponibles sur le site d'Arte, mais qu'on pourra aller trouver sur d'autres bases de données. Pendant le programme, on peut aussi, par exemple, là, regarder sur Arte Concert en ce moment le dernier concert de Major Lazer. On peut imaginer d'aller chercher les paroles des chansons, voire être informé des différentes dates de concert de Major Lazer. Et là encore, c'est des informations qui ne sont pas forcément disponibles sur Arte, mais c'est en restant dans une expérience Arte qu'on peut enrichir l'expérience contenu. Et puis après le programme, un autre exemple, RG en ce moment, on peut imaginer que quelqu'un a regardé le documentaire RG et on peut lui proposer d'aller par exemple d'aller visiter l'exposition RG au Grand Palais, puisqu'Arte est partenaire. Voilà. Et la troisième grande catégorie de fonctionnalités, à mon avis, c'est l'échange, tout simplement. Bien sûr, c'est la fonctionnalité des bots, l'échange, la discussion. La discussion et l'échange, ça commence par une chose importante, c'est se présenter. Et les bots vont nous permettre d'interroger nos internautes de manière un peu plus fluide et peut-être en donnant un peu moins l'impression de faire du marketing, mais en leur disant, voilà, pour échanger, j'ai besoin de te connaître. Donc on pourrait lui demander, est-ce que tu es génération X, génération Y, est-ce que tu es un homme, une femme, bon, pour nous permettre, à nous, évidemment, Arte, de mieux connaître nos téléspectateurs. Deuxième cas intéressant, c'est évidemment d'engager les internautes et téléspectateurs autour de nos contenus. Donc c'est essayer de créer une expérience supplémentaire pendant le contenu. On peut tout simplement imaginer créer des quiz en disant, voilà, tu regardes la Thématorium, quel est le pays qui a relancé la recherche, la France, les États-Unis, la Chine. Donc une façon d'engager nos internautes. Et puis on peut aller plus loin et penser même à des logiques de gamification et laisser les internautes eux-mêmes se défier les uns les autres. Pendant le programme, on pourrait imaginer que le bot permette aux internautes de créer leurs propres questions et de se défier les uns les autres, voilà, et d'entrer dans une logique de gamification. Donc voilà les trois grandes catégories de fonctionnalités offertes par les bots. À mon avis, l'accessibilité, l'enrichissement et l'échange autour des programmes. Donc ça, c'était pour une petite illustration de ce que
On espère que les bots nous apporteront en tant que chaîne de télé prochainement. Et puis je vais laisser Michel élargir le sujet des bots et la stratégie Microsoft. Merci Valentin. Merci. Donc effectivement, je ne sais pas où est le... Hop, ici. Donc effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup appris avec l'expérience du hackathon que l'on a fait avec Arte. On a appris une chose, c'est surtout que quand il y a beaucoup de bruit dans une pièce, on a envie de revenir à une conversation qui est simplifiée, qui est beaucoup plus proche de ses utilisateurs. Par exemple ici, on s'en rend compte tous les jours, on est sollicité très très fortement par le message des marques quand on est utilisateur. Ça passe par, quand on télécharge une application par exemple, on se retrouve avec d'entrée un interstitiel avant même d'accéder au moindre contenu. Ça passe par des sites web qui sont entièrement remaquillés, j'ai envie de dire retapés, par des messages publicitaires qui rendent le message de la page complètement inaudible, ou alors les utilisateurs font la démarche inverse et mettent des adblockers partout, ce qui rend le message inopérant. Pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus simplifié, Microsoft propose Conversation as a Platform, c'est-à-dire revenir à une relation qui est beaucoup plus basée sur la durée, sur l'ubiquité de service, sur la manière de présenter l'information, et notamment ça passe par les bots et, ma foi, la réalité augmentée ou la réalité mixte. Le premier pas qu'on a mis en place pour accéder à ceci, c'était d'avoir un moteur de recherche performant, pertinent, qui remonte les bonnes informations, qui permet de les trier, qui permet d'organiser effectivement les demandes de contenu des utilisateurs. À ça, on lui a adjoint en deuxième partie Cortana. Cortana qui est notre assistant conversationnel et avec qui on peut déjà commencer à avoir une première relation en langage naturel. C'est-à-dire, je lui parle, elle me répond. Et ça, c'est le premier pas qu'on a vers la dématérialisation totale de l'outil. C'est le stade ultime de l'outil, c'est-à-dire qu'il ne tient plus dans la main, je peux m'adresser à l'outil pour qu'il réalise la tâche que je lui confie. Donc l'avantage, c'est que je partage avec mon assistant personnel un certain nombre de données et j'ai de la donnée pertinente, cohérente, qui remonte. Et là, à ce moment-là, je passe d'un mode purement transactionnel un véritable mode relationnel. Et on est vraiment dans la révolution que l'on attend. Au final, on connecte les intelligences entre elles. Par exemple, je suis en train de taper une recherche sur Internet parce que je vais en vacances voir des copains. Et bien automatiquement, dans Skype, dans Messenger, dans Snapchat, je peux inviter Cortana dans la discussion et lui demander de me trouver le meilleur vol, celui qui va me coûter le moins cher, peut-être le meilleur hôtel, par exemple, ça sera peut-être un hôtel Accor, un Sofitel. Et automatiquement, je vais être mis en relation avec les bots de ces marques. Donc vous voyez que la relation avec les marques change, puisqu'on est beaucoup plus dans une relation de confiance, on est dans une relation longue, on n'est plus dans un coup, dans une affaire marketing. Au final, la légitimité de Microsoft s'exprime aussi par le mantra de notre PDG, qui est en ce moment sur Paris pour MS Experience, et qui dit « Empower every person and every organization to achieve more ». Donc déjà, ça veut bien dire, ça symbolise effectivement le côté à la fois B2B et B2C de l'approche Microsoft. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est « empower », c'est-à-dire donner la capacité aux gens de réaliser quelque chose, faire. On vous accompagne, on vous aide, mais on ne fabrique pas de black box dans lequel, d'un côté, vous avez vos données qui font un truc à l'intérieur de la black box et puis qui ressortent toutes mâchées. On vous donne les outils, et ça s'appelle Bot Framework, ça s'appelle Microsoft Cognitive Services, qui vont vous permettre effectivement de faire de l'analyse de photos, de l'analyse sémantique, de la recherche d'émotions à l'intérieur des images. Enfin, au final, comme j'entends la petite musique qui commence à résonner. Ça devient un réflexe pavlovien, c'est parfait. C'est dingue, ça marche très bien. Au final, je vous invite à nous rejoindre sur les workshops où il sera abordé effectivement tout le sujet des bots, des cognitive services et tout ce qu'il faut pour vous mettre avec vous en place une relation et une conversation en tant que plateforme. Merci.